Sunderlight Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Aujourd'hui, je suis accompagné une nouvelle fois dans la chronique Parole de coach par Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Ah, très bien. Tu nous apportes un petit peu à Paris la chaleur bordelaise. C'est ça. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important et un peu d'actualité, puisque le Tour de France, le Giro est lancé, le Tour de France est dans quelques jours et la Vuelta ensuite. Mais en tout cas, voilà, ça va être le sujet qui va concerner les performances dans le sprint. Comment est-ce qu'on peut sprinter? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Comment on se positionne? On va tout vous dire avec Loïc. Donc, c'est parti. Je peux énoncer les différents segments, les différents chapitres, comprendre les bases du sprint, les techniques pour améliorer son sprint, mais aussi l'entraînement et le conditionnement. Et puis, je pense que tu as quelques témoignages ou études de cas. En tout cas, voilà, bienvenue Loïc dans cet épisode. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sprint? Comment tu te débrouilles toi au sprint? Écoute, moi j'en ai gagné quelques-uns. Alors j'ai eu plus de victoires en solitaire, puisque j'étais capable de rouler longtemps à un même rythme, donc je pouvais m'échapper seul, et je pense que 90% de mes victoires sont en solitaire. Mais j'en ai gagné quelques-uns, c'est très, c'est assez euphorisant. Cette sensation de vitesse et puis surtout d'aspiration aussi. Mais sinon, non, très clairement, à la base, je ne suis pas sprinter. Il fallait vraiment que ça soit... que l'allure... je pense que dans un train, j'aurais été pas mauvais. Tu vois, je pense qu'avec un train, j'aurais été pas mauvais. Il fallait que ça soit lancé. Mais sinon, l'explosivité, il ne fallait pas compter sur moi. Voilà. Et toi? Non, moi j'étais rouleur sprinter, je faisais de la piste, donc j'avais ces rouleur capacités. Sprinter, ça veut dire que tu étais capable de... Ouais. Alors j'étais pas très bon sur les sprints en groupe, mais sur les sprints en petits groupes, je me débrouillais bien. Moi, j'en ai gagné 2 en groupe. Tu vois, ça m'a marqué. Pour te dire, je suis capable de te dire, autant victoire en solitaire, je ne saurais plus vraiment les compter. Mais en sprint, je me souviens très très bien. Et c'est assez particulier. J'allais dire, il faut quand même un facteur chance assez important. Mais je pense que je dis chance parce que j'avais zéro tactique. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour ceux qui ont une stratégie ou une tactique, c'est pas de la chance. Pour moi, ça l'était parce que c'est arrivé comme ça. Et ma première victoire d'ailleurs, tu vois, ça fait 3, parce que ma première victoire, c'était un 21 juin, et elle était au sprint, un petit groupe de 10. Je me suis relevé beaucoup trop tôt avec le recul, mais j'ai été tellement surpris d'être là, tu vois, que j'ai gagné comme ça, avec une accélération assez rapide. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Rentrons dans le sprint justement sur cet aspect, comment améliorer son sprint. Déjà, on peut peut-être commencer par expliquer une définition. Qu'est-ce que le sprint proprement dit? Parce que là, on évoque différentes victoires, différents styles, rouleur sprinter, sprint à 2, sprint à 4, sprint en groupe. Mais c'est quoi le sprint? Le sprint, on va dire, c'est ce qui va conclure ta course quand on parle de compétition. Ou autrement, physiologiquement, c'est un effort court, inférieur à 30 secondes, sur lequel l'effort est maximal. Et sur un laps de temps qui est on va dire de 5 à 30 secondes. Donc, comme je viens de le dire, il y a différents types de sprints. Il y a des sprints courts, longs. Aujourd'hui, c'est primordial. Est-ce qu'il y a une évolution, Loïc, d'ailleurs, tu dis sprint court, sprint long. Est-ce qu'il y a une évolution dans le déclenchement du sprint? Alors, ça sera peut-être que tu vas l'aborder tout à l'heure dans la stratégie de positionnement. Mais j'ai l'impression qu'avant, les sprints se lançaient de beaucoup plus loin. Alors après, tu peux réfléchir avec ou sans train, tout dépend. Moi, j'adore les sprints avec les trains parce que je trouve que c'est hyper impressionnant. Et quand tu es dans le peloton, franchement, il faut avoir des sacrés... alors, on va dire qu'il faut avoir les nerfs ou la tête bien faite pour résister parce que c'est très impressionnant de rouler à 75 sur un vélo. Le sprint, c'est devenu une discipline à part entière. Alors, dans le cyclisme sur route, vous avez des spécialistes, mais vous avez aussi des spécialités comme le BMX ou les épreuves sur piste, où là, vous avez des spécialistes purs du sprint. C'est essentiel. Vous avez bien vu que c'est les sprinteurs qui gagnent le plus de courses sur les courses sur route. Parce que le cyclisme sur route est un sport ingrat où en fait, on peut se contenter d'une victoire par an pour réussir sa saison. Et les sprinteurs, eux, ils en gagnent beaucoup, le plus souvent. Donc c'est vraiment une discipline particulière,
spécialisante, et en même temps essentielle pour gagner des courses et pour aussi s'amuser. Parce que quand on va avec les copains, les pancartes, voilà. Je pense aux jumeaux qui adorent faire ça. Voilà. C'est essentiel. Et donc, ça se travaille. Et ça se travaille même quand on fait des disciplines d'ultra-endurance ou d'endurance, parce que c'est nécessaire. Et j'en parlerai tout à l'heure, notamment pour le développement des fibres musculaires. Le plus gros sprinter aujourd'hui, selon toi, dans le peloton, c'est au monde? Là, actuellement, tu vois, c'est qui pour toi le meilleur sprinter? Après, ça dépend des conditions, mais en fait, c'est difficile de dire parce que ça dépend du coéquipier maintenant. Tu vois, le train est hyper important. Quand tu as le Van Der Poel dans ton train, c'est pas la même chose que quand tu l'as pas. Voilà. Tout le monde me comprendra pour ça. Alors moi, j'aime bien Pedersen en tant que sprinter. Alors, il est un très gros rouleur, mais j'aime beaucoup ce coureur. Mais si on parle de Cavendish, est-ce qu'il va battre son record sur le Tour? En tout cas, son record. Est-ce qu'il va battre le record d'Eddy Merckx? Il est égal actuellement. Écoute, il en est capable. Ah, j'aimerais tellement. Il peut le faire, puisque c'est un coureur qui est capable de briller sur c'est surtout qu'il s'est tellement relevé. Une seconde. Alors, de ses chutes, bien évidemment, mais aussi des saisons qui étaient pas bonnes, qui l'ont vu changer d'équipe. Là, il a retrouvé la confiance d'une équipe. Moi, j'adore ce coureur. Je trouve que j'ai vu le reportage, le documentaire sur Netflix, je crois, qui explique son parcours. Je trouve ça... c'est hyper inspirant. Il faut avoir un mental d'acier pour faire ce qu'il fait. Déjà, rouler à 75-80 dans un peloton, se faufiler comme il le fait. Et puis, c'est surtout aussi les phases, moments de doute qu'il a eu, les chutes où il s'est relevé. Et puis, j'ai adoré, moi, sa victoire sur le Giro l'année passée, où il est emmené par son coéquipier anglais, qui n'est pas dans la même équipe. J'ai oublié son nom, mais... il fait deuxième en plus du général, deuxième ou troisième du général. Il perd le maillot la veille. Le Gallois. Oui, c'est ça. Oui. Ça va revenir. Voilà, on perd la tête tous les deux. J'ai adoré, franchement, le voir gagner comme ça avec un tel braquet. Je vois la grande classe. Ouais. La grande classe. Donc voilà. En tout cas, est-ce qu'il va y arriver? Ça dépendra. Voilà, est-ce que Van Der Poel va faire le tour? Je pense pas. La question. Je pense pas. Je crois qu'il n'a pas annoncé. Mais bon, oui, mais il a été repéré certaines étapes dans les Alpes. Donc bon, s'il fait le tour, c'est pas la même histoire. Il est allé repérer certaines étapes dans les Alpes. Donc parce que là, après, pour battre son coéquipier, ça va être compliqué. Philipsen, qui quand il est emmené par Van Der Poel, est pratiquement imbattable. Ouais. Bon, on va suivre tout ça. Donc en tout cas, voilà, le sprint, effectivement, c'est un moment très particulier dans une course, généralement pour la victoire. Il y a d'autres types de sprints, vous le verrez. Mais voilà, où on produit, ou en tout cas le sportif doit produire la plus grosse intensité, le plus gros nombre de watts, le plus longtemps possible, même si un spécialiste nous l'avait expliqué dans ce même studio que sur un effort de 10 secondes, c'était les 4 premières secondes qui amenaient à la pointe. Exactement. Et puis après, c'était la résistance qui faisait que tu pouvais gagner ou pas. Ça, c'était très intéressant. C'était dans le cadre de l'épisode sur les différences entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et ce spécialiste de l'INSEP nous avait expliqué que la puissance, c'était les 4 premières secondes de la pointe et après de la résistance. Alors, on va rentrer plus en détail justement dans cet épisode, mais on vous explique un petit peu qu'est-ce qu'était le sprint. Mais pourquoi est-ce qu'il est crucial dans une course? Est-ce qu'on fait un sprint pour se placer? Est-ce qu'on fait un sprint uniquement pour gagner? Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour un sommet, si tu n'es pas bon au sprint, tu es obligé de gagner tout seul. Donc, et ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées, surtout sur des épreuves où le profil ne te permet pas de le faire à la pédale, comme on dit. Mais est-ce qu'à un moment dans une épreuve, on prend une étape d'un des grands tours, d'un des 3 grands tours, est-ce qu'un cycliste, quel que soit son domaine de compétence, sprint dans l'étape à plusieurs reprises? Ou est-ce que c'est autre chose que de se dire j'ai accéléré pour me replacer, ou j'ai accéléré pour rester en queue de peloton et pas sauter dans une bosse? Oui, non, le sprint, comme tu le définis, il se fait réellement soit sur un classement au point ou soit sur l'arrivée. Même si sur les classements de la montagne, peut-être qu'ils sont au sprint, mais c'est pas la même chose. Alors, en termes de sollicitation, parce que souvent, ils lancent de très très loin, je ne sais pas si tu vois. Ouais, mais c'est possible qu'à ce moment-là. Mais autrement, la plupart des coureurs vont relancer dans le peloton, et la relance, c'est pas un sprint max. Et je suis dans le peloton, j'attaque, je veux m'échapper. Est-ce que je sprint ou comment? Est-ce que c'est un sprint? Non. Je pense qu'il faut bien distinguer tout donner sur 10 secondes et attaquer dans le but de poursuivre. Tu vois?
Donc le sprint, il est vraiment très spécifique. Okay. Est-ce que sur une attaque, tu vas développer ta puissance max pour un sprinter ou pour un rouleur, non. Voilà. Ça, c'est certain, parce qu'il l'atteindra vraiment au moment de... Ouais, puis tu as l'effort, tu as l'adrénaline, tu as la victoire qui est là. Enfin, exactement, c'est tout très ça différent. fait que inconsciemment, tu développeras plus de watts, même après 150 ou 180 km. Tout ça provient d'un entraînement très long, très important, hyper méticuleux. Et justement, si on parle du côté physiologie du sprint, quel muscle est-ce que le sprinter, est-ce que le cycliste, ou la cycliste, parce qu'il y a aussi de très bonnes sprinteuses en effet, chez les femmes, dont une qui d'ailleurs... une des meilleures au monde. Bah, voilà, Mathilde Gros. Alors là, tu parles du sprint, alors tu vois, c'est intéressant. Tu parles de la piste. Oui, je parle de la piste. Et moi, je parle de la route. Ah, d'accord. Tu vois, celle qui était avant la DSM, qui est passée... je crois qu'elle est passée chez l'SD Works. Ouais. Bah, elle est juste imbattable. Oui. Quand tu la vois sprinter, déjà rien que visuellement, elle t'impressionne, tu vois. Visuellement, quand tu vois l'énergie qu'elle dégage sur son vélo, tu te dis ça va être compliqué de pouvoir la doubler. Mais quel muscle le ou la cycliste sollicite ? Alors déjà, avant de parler des muscles, on va parler des fibres musculaires. Il faut bien comprendre ce phénomène-là. Il y a deux types de fibres musculaires. Dans le cas du sprint, on va dire que c'est les quadriceps qui vont être sollicités au maximum, et notamment le vaste interne et le vaste latéral. Donc ça veut dire l'appui, hein. C'est-à-dire que tu appuies pour donner un maximum de puissance sur ta pédale. Bah, même techniquement, on va en parler après, tu vas tirer puis appuyer, mais c'est ça. Et donc c'est les deux types de fibres musculaires, les types de type 1. Donc ça, c'est les fibres musculaires qui sont vraiment dédiées à l'endurance, tout ce qui va être sous le seuil lactique, donc j'en ai déjà parlé des différents seuils, mais tout ce qui va être sur des efforts longs, et c'est vraiment très spécifique aux coureurs d'étape, ceux qui jouent le classement par étape, c'est qu'eux, ils ont des proportions de fibres 1 très importantes, et après il y a les fibres 2, donc c'est vraiment les fibres qui vont être sollicitées dans un métabolisme anaérobie, donc c'est-à-dire où l'oxygène ne va pas intervenir pour produire l'énergie. Enfin, en tout cas, ça va être un parcours différent pour produire l'énergie à ce moment-là. Et ces fibres 2, c'est spécifique aux efforts courts et violents. Après, dans le fibre 2, il y a les 2A et 2B. 2A, c'est un mix entre endurance et sprint, et 2B, c'est vraiment sprint pur. Et en fait, les études, il y a une grosse cohorte sur les cyclistes professionnels, et il a été montré que les spécificités de chaque coureur dépendait en grande partie de la composition des fibres musculaires du quadriceps. Donc ma plus question... tu vas vers le 2, plus tu vas être explosif. Plus tu vas vers le 1, plus tu vas être endurant. Mais ma question, quand tu parles de ça, je me dis que est-ce que physiologiquement, à la naissance, on sait que tu seras sprinter ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une composition génétique, une répartition génétique des deux types de fibres qui est générationnelle, on va dire. Qui est génétique, ouais, tu es né avec ça, en fait. C'est ça. Ouais. Mais c'est toujours l'environnement qui va faire que tu vas aller vers l'un ou vers l'autre. Voilà. On a des cas où des coureurs qui étaient plutôt rouleurs sont devenus de très bons sprinteurs. Alors, je dirais qu'il y a une temporalité. Tu ne deviens pas un très très bon sprinter sur la deuxième partie de ta carrière. Non, généralement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Comme Laurent Jalabert qui était sprinter et qui après... je pensais à lui. Voilà, qui après... oui. Parce c'est parce que aussi il a fait le choix à un moment donné, je pense que suite à sa chute à Armentières, qu'il a décidé d'orienter et donc de s'entraîner aussi différemment et de devenir quelqu'un de plus endurant. Et donc forcément, quand tu vas travailler, ce que je disais, c'est l'environnement, si tu vas travailler ton endurance et des spécificités pour développer ces premiers seuils, tu vas forcément développer plus de fibres musculaires de type 1, au contrario des fibres de type 2 qui vont se remplacer. Et donc en fait, on peut changer. Par contre, c'est vrai que c'est toujours très difficile de devenir explosif quand on ne l'est pas naturellement. Ça, c'est très compliqué. C'est vraiment un gros travail. Et plus tôt c'est fait, mieux c'est. Et avant de venir vraiment sur ces détails-là, donc le fameux coup de pédale du sprinter ou les muscles qu'il va solliciter, donc il y a le quadri, mais on voit bien sur la position de certains sprinters. Là, on peut parler de Brian Cocard, Cavendish ou Caleb Ewan, qui sont couchés sur le guidon en avant. Mais c'est un double objectif. C'est pour être le plus aérodynamique. Comme c'est des petits gabarits, c'est
Ils ont des caractéristiques. très, très bas. Voilà, c'est une des Même Cavendish, hein. Ouais, ça, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils peuvent être hyper aéros sur leur sprint. Et deux, c'est leur façon aussi de développer le maximum de puissance. À l'inverse, Tim Merlier ou Philipsen ou celui de la Trek ou même Arnaud Desmar, ils sont tout en force. Ouais. Milan, je trouve très très véloce pour un sprinter. Ouais. Mais la vélocité, c'est essentiel pour les petits gabarits. Après, il faut vraiment, vraiment les gros gabarits comme l'Allemand Eric Zabel ou celui qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, là, qui étaient des monstres, tu vois, qui faisaient 1m90, 90 kg, eux qui avaient de la force naturelle pour développer des gros braquets. Mais les autres, ils sont obligés de compenser par leur poids par la vélocité. Et braquet, alors un sprint. Un sprint, c'est quoi maintenant ? Parce que moi, j'ai connu des 53, tu vois, 53-11. Mais maintenant, quand je vois les braquets qui sont annoncés par les chroniqueurs télé... Alors, sur la route, on est sur des... Ouais, on doit être sur 56. Des 56, oui, ça c'est obligatoire. Mais il y a 56, même des 58. Et je pense qu'il y en a qui 56. doivent utiliser des 58, qui sont des gros gabarits. Mais sur la piste, tu peux même... Maintenant, ils utilisent même des plateaux de 60, 63. Oh, oui, même, ouais, même je crois que c'est 60 ou 63, parce que j'ai eu la chance, j'avais été invité par Eurosport et Tous en Selle à voir le dernier... C'était la Nation Cup de piste au Vélodrome national de Saint-Quentin, et j'étais au centre donc du Vélodrome et j'avais tous les champions devant moi et je voyais les vélos passer, et j'ai vu notamment le Hollandais qui sera probablement champion olympique de piste, qui est champion du monde, champion d'Europe, parce qu'il est imbattable. J'ai vu son braquet, j'ai demandé à son entraîneur le braquet, et quand il m'a donné, je crois que c'était 63. Oui, je me demande si c'était pas même un peu plus, mais en tout cas, c'était dans cet ordre de grandeur. Oui, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. C'est sûr. Mais c'est pas les mêmes vitesses. C'est pas oui, c'est aussi au niveau biomécanique, voilà. Ça a plus d'intérêt. En fait, j'avais discuté de ça avec François Pervy, pareil, sur le podcast Ultra Talk, et François Pervy m'avait expliqué que les braquets n'avaient plus rien à voir avec ce que lui, il avait connu, où il était en 52, très clairement, ou 53, mais que, en fait, ce qui avait changé, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs utilisent le fruit de la musculation. C'est-à-dire que François Pervy et tous les autres à cette époque en équipe de France faisaient énormément de musculation. D'ailleurs, tu parlais de la championne Mathilde Gros. Alors écoute, en arrivant, juste avant d'arriver au studio, j'étais sur Insta dans le métro, et il y a une photo d'elle qui fait du golf. Je peux te dire qu'au niveau musculature du haut du corps, si elle te colle une cacahuète, je pense que ta tête, elle fait plusieurs tours. On voit qu'effectivement, elle a fait beaucoup de musculation. Elle a le haut du corps très, très musclé. Et bien, la différence, pour revenir à François Pervy, il m'expliquait qu'aujourd'hui, ils utilisent vraiment la musculation pour développer de la puissance. Ce qui n'était pas vraiment la manière de transmettre la puissance n'était pas du tout la même à son époque. En tout cas, ils utilisent la force. Exactement. Le travail de force en musculation pour pouvoir le retransposer sur... Tout à fait. Et là, tu vois, c'est différent. Sur route, ils ont quand même des braquets moins importants pour plein de raisons, et notamment pour l'économie, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'un sprint, ça arrive à la fin d'une étape. Oui. Et donc, il faut aussi, avant de sprinter, savoir s'économiser pour sprinter. Et ça, c'est hyper important. Et donc, les braquets, ils ne peuvent pas être les mêmes parce que tu ne vas pas utiliser la même sollicitation musculaire. Et puis ça dépend aussi du gabarit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coureurs légers vont utiliser des braquets moins importants que les coureurs lourds parce qu'ils ont naturellement moins de force. Mais on parlait de la musculation. Est-ce que par exemple les coureurs qui gagnent les grandes étapes au sprint des grands tours font de la musculation du haut du corps ? Oui, bien sûr. Parce que y a la musculature, effectivement, tu veux développer un maximum de puissance. Donc tes quadris, tes ischios, tes mollets, les fessiers, les muscles du tronc. Mais il faut plus tu serres fort ton cadre, enfin ton guidon, c'est ton point d'appui, c'est tes abdos également, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Ton gainage. Non, ils sont à la salle là, régulièrement. Et ça n'existait pas avant, c'est nouveau. Hein. Ouais, parce que c'est devenu des spécialités. Maintenant, avant, Jalabert, il pouvait très bien gagner une étape de vallonné et en même temps gagner au sprint. Maintenant, Maintenant, ça n'existe pas, ça. Voilà. Oui, Wout van Aert. Mais Wout van Aert, eux, c'est des exceptions. Non, mais il y a deux, c'est des exceptions. Autrement, tu es le bienvenu pour nous expliquer comment tu fais. Mais autrement, oui, c'est des gens qui sont spécialisés. Donc forcément, le travail en musculation, il est quotidien et essentiel. Oui. Et puis, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'impressionne dans le sprint, c'est la capacité. Alors ça, peut-être que toi, tu l'appelles la vélocité, Loïc, mais c'est la capacité à être sur un rythme, on va dire, normal, et d'un seul coup à avoir cette capacité, cette vitesse de réaction. Alors c'est de la vélocité,
Mais l'explosivité, voilà, je cherchais le terme. Alors, L'explosivité, pour moi, c'est la clé. Quelqu'un qui est capable de se mettre en action et d'avoir une force d'explosivité, pour moi, c'est là que tu fais la différence. Alors déjà, pour ça, il faut savoir que pour développer de la puissance max la plus élevée, il est nécessaire qu'il y ait une vélocité importante. Parce que si tu mets trop de force, c'est-à-dire qu'il y a trop de sollicitation musculaire, si tu n'as pas la capacité d'être véloce, il faut le devenir. Et ils sont tous véloces aujourd'hui. Oui. Ils sont tous à 120 tours minute. Tu regardes une étape du tour, une étape d'une course professionnelle, hommes et femmes. Ils sont tous à 110. Ouais, sur le sprint, même à plus. Oui. Ils sont bien à 120. Bon, même dans les échappées, je trouve qu'ils sont beaucoup au-delà de 100. Hein. Ça tourne beaucoup plus la jambe qu'avant. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est différent d'avant, mais pour d'autres raisons aussi. Ouais, le matériel, l'entraînement, c'est une autre époque. Hein. Mais du coup, c'est essentiel. Donc, quand vous entraînez, vous, pour faire du sprint, pensez à toujours partir sur des braquets petits et pas des gros braquets. C'est là où vous allez vraiment travailler à la sollicitation musculaire et la puissance maximale sur les temps très courts. Donc, par exemple, en fait, il y a différents types de sprints. Il y a les sprints courts, sprints longs, il y a les sprints en boss. Physiologiquement, il y a aussi des différences. C'est-à-dire que sprinter sur 7 secondes, 10 secondes, c'est bien différent que de sprinter sur 30. C'est même impossible, 30. Un vrai sprint. Demandez à Van Der Poel, il est capable de ou Pedersen, il sprint sur 30 secondes sans problème. Ils doivent être à 1200 watts sur 30 secondes sans problème. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Déjà, toi, si tu es sur une seconde, tu es content. Moi, j'y suis pas encore, voilà. À 1200 watts. Tu vois. Non, mais c'est sûr, ils sont même mais c'est leur caractéristique. Alors que si on prend un pistard, lui, sa force est sur 10-12 secondes. Tu vois. C'est bien différent. Et c'est pas la même physiologie. C'est pas le même fonctionnement dans ton corps pour produire ce type d'énergie. Tu as des gens qui sont hyper résistants, qui vont pouvoir sprinter encore. Ça va être un effort max sur 30-40 secondes, comme les punchers, tu vois. Mais après, je pense que c'est stratégique aussi. Si tu arrives... Alors, sprint en peloton, malheureusement, tu subis. C'est-à-dire que si tu as un train qui emmène, tu es obligé de t'adapter, d'être un peu malin, de te positionner. Voilà. Mais si tu arrives dans un groupe de 6 ou 7... Mais c'est pas le même sprint, parce que le sprint en peloton, il est lancé. Tu arrives à 70 à l'heure, et donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes caractéristiques. Alors les sprints en groupe, ça n'a rien à voir. Moi, ça me plaisait, ça, tu vois. C'était de lancer comme ça. Ouais, de lancer de loin en plus. Voilà. Mais c'est pour ça que je te dis que quand tu as Van Der Poel dans ton équipe, c'est plus le même. Parce que, je vais l'appeler peut-être si. Ouais, tu veux essayer avec lui. Tu veux pas te lancer un sprint, faut voir. Mais du coup, c'est pas pareil. Je le crois, je peux lui demander, tu vois. Juste, est-ce que tu pourrais me lancer une pancarte, tu vois. L'aspect tactique est essentiel. Le travail d'équipe est essentiel. Vous avez tous vu les reportages de la Cofidis, la FDJ. Ils travaillent. Ils ont l'équipe sprint travaille toute l'année. Techniquement, collectivement, pour améliorer chacun a sa position, sa durée de relais, son intensité. C'est ça, parce que quand tu fais ton sprint en peloton comme ça, plus tu t'économises avant l'arrivée, plus tu as la capacité musculaire de développer un maximum. Et en plus, il faut que tu sois bien placé. Donc c'est essentiel. Et par contre, tu as les spécialistes des sprints en groupe, comme Bilbao par exemple. Pello Bilbao qui est très fort dans ce domaine-là, ou Julien Alaphilippe ou Pogacar qui est très fort aussi. Et là, c'est des caractéristiques différentes parce qu'en fait, souvent, tu as à faire des efforts très longs où tu as sollicité un niveau d'endurance de VO2 max très important. Et donc, c'est ta capacité aussi j'allais dire de récupération, mais de ta capacité à accepter la fatigue qui te permet aussi derrière d'être... Il y a des gens, moi par exemple, je suis pas très bon en sprint court, tu vois. Mais par contre, je suis bon sur les sprints en fin d'étape, parce qu'en fait, j'ai pas de différence entre si je le sprint sans fatigue et avec la fatigue, tu vois. Et donc en fait, le niveau, il se nivelle à ce moment-là. Intéressant. Est-ce qu'on peut dire que Pogacar est un sprinter ? Oui. Qu'est-ce qu'il n'est pas en fait ? Je me mets un peu partout dans les favoris. Là, au moment où on enregistre, on est à quelques semaines après le Giro, franchement. 10 minutes sur le deuxième. Je ne pensais pas que ça pouvait exister dans notre ère, tu vois ce que je veux dire ? Oui, en sachant qu'en plus, il aurait pu en faire plus. Il aurait pu gagner toutes les étapes, très probablement. Ouais, ça. Moi, c'est tu vois, c'est vraiment le terme extraordinaire. Tu vois. Là, sur le Tour, je ne sais pas ce que ça va donner. Tu penses qu'il va plier au bout de la deuxième étape ? Il a un boulevard.
Ah oui, ils sont tous cassés cet hiver. Il y a que lui qui n'a pas cassé quelque chose. Remco, je ne pense pas qu'il soit en capacité de tenir 3 semaines. Alors ça aussi, c'est un autre sujet, mais juste une petite parenthèse. Moi, quand je vois Remco qui après 3 semaines ou 1 mois d'arrêt, il y a une sacrée chute et de la fracture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton corps, tu as des os qui sont cassés. Tu vois, lui qui revient et qui gagne. Je pense aussi à celui qui a gagné l'étape sur le Dauphiné, le Danois. Avec la moustache, on oublie tous les noms aujourd'hui. Kort Nielsen, c'est pareil. Doigt au bras, poignet cassé, donc des mois d'arrêt, il revient et on gagne à un niveau. Alors là, on est à un niveau professionnel, World Tour. Mais je vais te avant, dire. Oui, mais je vais te dire direct. En comment fait, c'est les possible, deux que tu as donnés, ils ne sont pas arrêtés en fait. Ils étaient sur le vélo 2 jours après. Par contre, un bras cassé, notamment Kort Nielsen, bras cassé, omoplate pour Van Der Poel. Evenepoel. Je veux dire, tu ne peux pas rouler 2 jours après. Tu vois, au moment où je te parle, je suis toujours en convalescence avec mon bras cassé. Ouais, mais toi, tu t'étais pas raté. Mais même, eux, tu regardes sur Insta, ils étaient sur le vélo direct. Moi, ça fait 3 mois, je peux dire, je peux encore pas. J'ai réussi à passer cette semaine 3 vitesses pour la première fois. Donc je suis optimiste. Et ça fait 3 mois. C'est différent. Déjà, toi, tu as un métier. Oui, mais même physiologiquement, tu vois. Il récupère très bien. Mais après, regarde, Van Aert, il n'a pas repris. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas d'ailleurs. Non, parce que lui, il a vraiment été convalescent pendant 1 mois où il ne pouvait rien faire. Ouais. Voilà. Et comme le Danois, c'est pareil. Ils ont repris, mais voilà. Eux, ils ont vraiment été arrêtés, mais ils étaient contraints parce qu'ils étaient polyfracturés. Les deux que tu as dit. En tout cas, moi, ça m'impressionne de revenir à un tel niveau d'intensité quand tu vois que tous les autres se sont entraînés pendant leur arrêt. Tu sais que des fois, c'est assez aussi. C'est bénéfique. Ça peut être bénéfique parce que c'est une période où ton corps se récupère. Ça dépend comment tu l'organises, mais ça peut être hyper intéressant aussi. Merci de me donner beaucoup d'espoir pour ma reprise en septembre. Voilà, t'es pas foutu. C'est bon. Bon, on va revenir sur notre sujet. Quelles sont les techniques pour améliorer le sprint ? Parce que là, on a parlé effectivement des fibres, des muscles. On a dérivé un petit peu sur certains autres sujets. Mais si on revenait sur comment améliorer son sprint aujourd'hui, quelles sont les techniques pour améliorer le sprint ? Alors, moi, j'utilise beaucoup d'exercices. Donc, comme j'entraîne beaucoup de cyclistes de compétition, ou même des pistards. Donc, ça dépend vraiment des caractéristiques de chacun et de la discipline. Dans tous les cas, il faut que vous entraîniez aussi bien à faire des sprints courts que des sprints longs. D'accord ? Il faut aussi bien travailler les sprints avec de la vélocité que les sprints en force. Je vais détailler après. Donc, les exercices que je conseille. Le jeu de la pancarte, c'est très bien. Simplement, il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut faire des pancartes, pas toutes les 30 secondes. Mais il faut faire une pancarte espacée de 5 minutes à 10 minutes pour pouvoir vraiment solliciter les bases physiologiques nécessaires pour des sprints courts. D'accord ? Donc, quand vous faites les pancartes, pareil, essayez de donner un repère, de dire on commence le sprint, par exemple, à ce panneau-là. Comme ça, on peut visualiser un peu la distance et faire sur une distance courte. Voilà. Pour travailler sur un temps court, travailler le sprint court, faites-le sur les pancartes, ça peut être très intéressant. Ce que je fais aussi, donc moi quand j'encadre des groupes, on travaille en groupe et on va faire aussi des sprints départ arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, on trace sur une ligne ou un repère dans l'environnement et on va dire là on va essayer d'arriver le plus lentement possible et au top on sprint. Assis, debout, on alterne. D'accord ? Travail de la force musculaire, essentiel sprint pour développer. Assis, comment tu travailles ton sprint assis ? Départ assis en fait. Tu vois. Okay. Voilà. Après ça dépend de la durée. Et après il y a les sprints longs que je fais travailler. Donc 15 secondes à 30 secondes. Et donc là c'est pareil. L'objectif il est en fonction des caractéristiques de l'individu, mais avoir la capacité de sprinter long à l'arrivée d'une échappée, c'est une force en fait, parce que souvent la résistance que ça induit fait défaut chez la plupart des gens. Tu regarderas. Si tu as conscience de ça, tu peux en jouer. On reprend l'exemple, le mec il part et le mec à côté de toi, à un moment donné, il s'assoit. Voilà. Exactement. Voilà. Tu vois ton adversaire se rasseoir et que toi, tu peux remettre une dent, la fameuse expression j'ai remis une dent. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est gagné. C'est le fameux arrivé où il y a Pedersen et Van Der Poel et c'est Van Der Poel qui, cette fois-ci, s'assoit. Voilà, c'est cette capacité de résistance, ça se travaille et c'est essentiel pour les arrivées en groupe. Alors que le sprint court, c'est vraiment pour les gens qui sont explosifs et donc plutôt sur les sprints en peloton.
où là, en fait, c'est ta capacité technique qui va te permettre, au moment où tu dois sortir, le plus tard possible, de pouvoir... Alors pourquoi le plus tard possible ? Parce que tu ne prends pas le vent. Tu as cette explosivité. Parce qu'en groupe, tu prends le vent, en fait. Et le plus tard possible, c'est quoi ? C'est 200 mètres, 150 mètres ? C'est ça, maintenant, tu regarderas. C'est ça, hein. Et ça, c'est 200 mètres. Et 200 mètres, c'est 10 secondes, même pas. Et ouais, c'est très très court. Hein. Mais oui, c'est très court. Les mecs, ils font leur effort. Alors, ils font un effort fort, mais leur effort max, ils le font sur 10 secondes. Ouais, maintenant, les sprints longs, tu regarderas, ça se gagne de moins en moins en peloton, sur un arrivée de groupé. En petits groupes, c'est plutôt ça, par contre. C'est souvent les gars qui sprintent sur 30 secondes qui sont capables de... Et quelle est l'importance du coup de pédale dans un sprint ? Est-ce qu'il y a un coup de pédale ? On en a Vélocité, déjà parlé, hein. hyper vélocité. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec les athlètes, c'est travailler l'hypervélocité. Mais ce que je veux dire au niveau de la position de ton pied, est-ce que tu sais, parfois quand tu vas emmener gros, tu as tendance à faire tomber ton talon pour justement qu'il emmène un peu ta pédale et que tu peux mettre tu peux emmener plus gros qu'à l'habitude. Tu as ceux qui pédalent sur la pointe, ceux qui pédalent le pied vraiment parallèle à la route et ceux qui pédalent vraiment le talon en bas pour justement avoir un maximum de puissance. Est-ce que quand tu lances ton sprint, il y a une technique, un jeu de cheville particulier ? Déjà, il faut que tu amènes... Il faut que tu relances en fait ta pédale, c'est ça ? Au moment où tu tires, que ton pied il soit carrément la perpendiculaire au sol pour tirer vers l'avant et à pouvoir après appuyer de façon explosive vers le bas et donner le maximum de force. Parce que ça, c'est hyper... Je pense que et c'est pour ça qu'il se penche vers l'avant. Pour avoir cette capacité, pour ça, d'amener vers le vélo vers l'avant. Ça, c'est hyper intéressant d'étudier ça. Cette technique, effectivement, le pied ne doit pas rester parallèle à la route comme quand tu es assis, tu es dans un peloton, un groupe où tu fais une sortie, mais il y a vraiment une inclinaison de la cheville, comme tu l'as dit, pour que la pointe du pied soit vraiment orientée vers le bas, que ton pied soit à la perpendiculaire de la route, justement, pour une fois que tu as tiré ta pédale, donc tu pousses, tu grattes, tu remontes ton genou, effectivement, à ce moment-là où tu relances ton coup de pédale. Pour aller vers l'avant. C'est là que... C'est ça. Tu amènes une force vers l'avant. Cavendish le fait très bien. Caleb Ewan le fait très bien aussi. Et qu'est-ce que tu peux conseiller pour améliorer son sprint ? Alors, quand tu es en phase d'entraînement, dans la manière de se positionner, est-ce que ça, c'est un petit peu au petit bonheur la chance dans une arrivée en course ? Ou est-ce que la manière de se positionner se travaille, s'étudie, chaque coureur connaît dans quelle position il est le plus efficace ? Ou est-ce que pas du tout ? Complètement. Il y a des coureurs qui aiment bien revenir de l'arrière, comme Brian Coca. C'est des gens qui se servent de l'aspiration et venir produire leur effort vraiment à travers cette aspiration. Puis il y a des gens comme Arnaud Desmar qui, eux, préfèrent lancer de plus loin et de mener le sprint. Donc ça vraiment, tu vois, ça dépendait vraiment des gens. C'est vrai qu'une fois que Desmar il a lancé, il est difficile à battre. Tu vois. Voilà, mais il est tout en force et il est difficile à battre. Et donc ça, c'est vraiment des caractéristiques que tu dois essayer de comprendre sur ta façon de sprinter, sur tes points forts et tes points faibles. Et derrière, il faut travailler en fonction de ça. Voilà, moi, je ne vais pas faire travailler un sprint court pour quelqu'un qui est bon sur un sprint long. Voilà, c'est sa spécificité anatomique et physiologique fait qu'il faut qu'il travaille dans les sprints longs. Voilà. Alors c'est un peu aussi j'avais dans mes notes le timing idéal pour lancer un sprint. Donc ça, c'est aussi beaucoup d'expérience, c'est se connaître, savoir justement à quelle position on est le meilleur. Mais ça, tu as tout un tas de statistiques aujourd'hui qui est capable de te dire tel ou tel coureur, il a gagné tant de courses en étant en telle position. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vérifié, mais je suis convaincu que ça existe. En tout cas, quand tu arrives en groupe, si tu mènes le groupe, tu n'as pratiquement aucune chance de gagner. Voilà. Donc ça arrive, mais c'est très rare. En pourcentage, on doit être inférieur à 10%. Voilà. Donc ça, pour ceux qui écoutent, c'est toujours important. Et pourtant, il y en a toujours un qui le fait. Ouais. Il y en a toujours un qui est en tête quand tu arrives en groupe. Donc ça veut dire quelque part qu'il sait que c'est mort. Généralement, c'est le moins bon sprint. Tu regarderas. Soit il s'est sacrifié. Ou alors les autres n'ont pas voulu passer parce que c'était le meilleur. Soit il s'est fait avoir. Voilà, effectivement. Mais c'est toujours important d'avoir cet effet d'aspiration. Le drafting, c'est sûr. C'est essentiel. Donc ne jamais oublier, c'est 35% d'économie de puissance quand vous êtes derrière quelqu'un. Imagine à 70 à l'heure. Voilà. Donc ça fait beaucoup de kilomètres heure. C'est assez impressionnant. On en a parlé rapidement tout à l'heure de Desmar. Tu penses qu'il va revenir, il va aller sur les 100 victoires. Aujourd'hui, c'est le seul coureur en activité à approcher les 100 victoires. Il a 96, je crois, ou 95, quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement d'équipe qui était assez brutal l'année passée? Il est bien revenu en fin d'année. Est-ce que tu penses qu'il va être capable d'aller chercher il y a eu beaucoup de choses pour lui, un changement de vie, un changement d'équipe.
il a de l'expérience. Au bout d'un certain moment, est-ce qu'on est capable de prendre autant de risques avec l'âge, l'expérience justement, la vie de famille, la prise de conscience, le fait de frotter. Et puis c'est surtout qu'il y en a de plus en plus qui ont pas peur en fait, qui jouent des coudes, tu vois. Non, c'est maintenant, ils ont plus peur. Donc, moi, je vais te dire, je pense pas que ça dépende de lui, ça dépend de son équipe. Aujourd'hui, c'est l'équipe. Sa capacité à l'emmener. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, à se placer déjà, et après à l'emmener par rapport à ses caractéristiques. C'est ça qui est, à mon avis, le plus compliqué aujourd'hui pour lui. Mais tu penses qu'il est... Lui, individuellement, oui. Je pense qu'il est sur les mêmes niveaux de performance qu'il a pu faire. Il a 32 ans, il a 32 ans aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir justement comment il est capable de rebondir. Il a déjà prouvé qu'il était capable, mais là, c'est vrai qu'on aimerait bien. Moi, j'aimerais bien le voir gagner... mais voilà, sans victoire en mais c'est l'équipe qui compte, faut pas oublier. Tu sais, il y a beaucoup de coureurs qui partent des équipes parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le train qu'il faut. Voilà, ça, après, il y a des sprinteurs qui se débrouillent tout seuls. Mais qui a amené ces trains qui a... à ton avis? Moi, Mario, c'est Mario Cipollini. On est d'accord. Bien sûr, c'est lui qui a montré. Ça n'existait pas. C'est lui qui a montré la voie. Voilà. Avant, ça n'existait pas. Voilà. Donc ça veut dire que tu avais des sprints un peu sauvages, je sais pas comment on peut dire, comment on peut qualifier les sprints avant Chipo, c'était les arrivées avec Mousséou et Jalabert. C'était des arrivées où c'était désorganisé. Voilà. Et après, tu as arrivé Cipollini, Isabelle, et là, on est arrivé sur l'ère moderne du sprint. Là, il prenait des armoires à glace, c'est ça, qui étaient capables de rouler très vite. C'est ça. Pour lui amener, c'est vrai, les trains de la Cannondale, c'était... et du coup, c'est pas les mêmes caractéristiques de sprinter. Ouais. Tu vois, parce que, par exemple, comme les sprinters d'avant, ils pouvaient être ils se débrouillaient tout seuls déjà, et puis ils étaient explosifs sur un petit temps. Par contre, voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut être capable de rouler pendant les 5 derniers kilomètres à 65 à l'heure dans ton train en économisant et en pouvoir avoir la petite dernière cartouche sur les 200 derniers mètres pour faire la différence. C'est pas les mêmes caractéristiques de coureur. Donc est-ce qu'on peut dire que Cipollini a révolutionné le sprint ? C'est lui qui a initié la révolution du sprint. Ouais. En tout cas, qui a fait des spécialistes du sprint sur route. Ouais. Bon, intéressant. Je vous invite à revoir les premiers lancements de train de Chipo avec son train rouge. Sur la piste aussi, il y a une révolution. Je ne sais pas si tu regardes un petit peu, mais sur les 200 mètres, tu sais, les qualifications. Avant, les coureurs, c'était en 10 secondes et quelques. Regarde maintenant le record du monde et sur les qualifications, le nombre de coureurs qui sont en moins de 9-8. Quoi. Sur piste, c'est un truc de fou. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'être présents en tant que spectateurs sur une épreuve internationale de piste, les mecs, ils tournent, ils sont écrasés dans les virages, en fait. À ton avis, c'est combien de watts pour un sprinter ? Je pense qu'on est sur du 2000. Ouais, c'est ça. Et sur route, à ton avis ? À poids égal ? 1005 peut-être, 1006, ouais, 1008, ouais. Tu vois, c'est bien pour donner des repères aux auditeurs. Sur la puissance max, je parle. Alors, on a parlé de l'entraînement, de la planification de l'entraînement, mais quelqu'un qui veut progresser, qui veut s'améliorer en sprint, gagner en puissance, on a déjà fait des épisodes sur ça, mais là plus particulièrement sur le sprint, comment est-ce que tu positionnes les sessions dont tu nous as parlé dans la semaine ou dans le mois ? Est-ce que tu le fais 1 fois, 2 fois par semaine, 1 fois, 2 fois par mois ? Comment est-ce que tu le positionnes dans tes entraînements ? Une sortie longue, dans une sortie courte, une sortie dédiée à ça ? On va dire que sur une période d'entraînement sans compétition, je vais faire 2 séances de muscu, 2 séances de sprint spécifiques. Donc, c'est des séances où tu vas faire 6 à 12 sprints dans la session, des sprints courts. 10 à 12 ? 6 à 12. Ouais. Ah ouais, 6 à 12, c'est intense. Hein. Oui, c'est intense. Parce que 6 répétitions de sprint à bloc, c'est intense. Après, tu peux jouer en fonction de ce que tu veux faire si tu veux gagner en résistance ou travailler à puissance max, tu joues aussi sur le temps de récup entre chaque sprint. Bien sûr. Parce que c'est différent. Et travail de renforcement. Donc, renforcement, là, il faut qu'il soit spécifique pour développer ses fibres 2. Donc, il faut que ça soit des charges lourdes. Donc, pas trop lourd non plus, mais des charges lourdes. Et il faut toujours être encadré parce qu'on ne peut pas se lancer là-dedans sans être encadré parce que la musculation, c'est un sport qui paraît simple, mais en fait, c'est très technique, notamment sur les gestes. Beaucoup de technique, effectivement. Je ne parle même pas de l'haltérophilie, qui est encore plus technique. Mathilde Gros, elle en fait beaucoup et c'est encore plus technique et ça nécessite d'être accompagné et un apprentissage et une éducation. C'est des mouvements de balancier du corps qui font que tu vas être capable d'amener le poids à la hauteur de tes épaules. Et sans ce mouvement de balancier de tes genoux, de tes fessiers, de tes épaules, des bras, tout ça, tu n'as pas la capacité, sans te blesser, effectivement, à lever cette charge. Et pour avoir fait du crossfit
C'est vrai que c'est dans certains woods de CrossFit, tu as de l'haltérophilie. Mais moi, je me suis surpris en étant accompagné par un coach à lever des barres. Avant la barre, je l'aurais regardé, je me serais dit, tu vois, au sol, jamais c'est possible. Mais en fait, c'est vraiment une question de balancier. Et avec la bonne technique, c'est vrai que tu progresses énormément. Donc là-dessus, je te rejoins, il faut être encadré dès que tu soulèves des poids, ne serait-ce que pour pas te blesser, quoi. C'est ça. Et je voulais dire un truc, j'ai oublié. et aussi travailler évidemment en très basse intensité, notamment pour améliorer sa capacité à récupérer. Très intéressant. Tout ça est très très intéressant. Donc tu vas mettre tes séances dans tes entraînements qui sont spécifiques. Tout ça est très intense. Départ arrêté, départ lancé, assis debout. En côte aussi peut-être, non? Ça dépend de ton objectif. De l'objectif, ok. Voilà. Et un sprinter, pas forcément. Tu peux travailler en côte pour accentuer l'effet de force. L'effet de puissance, ouais. Je pense notamment aux personnes qui habitent, comme dans ta région par exemple, tu vois, dans les Landes. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de travailler le sprint du fait que ça soit très plat? Est-ce que justement d'aller chercher des côtes, ça te permet de gagner en puissance? Ouais, alors les Landes c'est plat, mais que dans une partie. Hein. Je te le dis. Si tu prends cette partie-là, oui. Moi, celle que j'ai traversée, en tout cas, c'était plat quand même. Ouais, parce que tu es arrivé des Pyrénées. Donc, tu as prolongé l'autoroute, la 10. Donc, forcément, c'est plat. Et oui, le fait de travailler sur des petits talus, ça va permettre ça augmenter la puissance, le travail en puissance. La force, pardon. La force. Mais ma question. Mais tu peux jouer aussi la force sur le braquet, tu vois. Voilà. Aussi. Et puis aussi sur le fait de ralentir au moment de partir. Tu vois. Au moment du départ, d'être sur des vitesses plus lentes, tu travailles aussi sur la notion de force. Et c'est important cette notion de force parce que c'est cette notion de force qui permet de développer les fibres 2. Et ces fibres 2, elles sont essentielles à la capacité d'aller vite au sprint. Et aujourd'hui, quand on parle de sprint, de force, de puissance, de vélocité, d'entraînement, c'est quoi aujourd'hui l'alimentation qui te permet d'avoir cette énergie-là? Parce que pour être capable d'aller chercher ces intensités, il faut que tu aies le carburant pour ça. Il y a l'entraînement, hein. Il y a l'entraînement, il y a tout ce qui va avec et dont on a parlé. Mais à l'instant T de lancer ton sprint, il faut que ton corps il ait l'énergie. Exactement. Il faut qu'il ait le carburant pour produire cette énergie. Exactement. Donc là, comment ça se passe en termes d'alimentation avant? Donc avant, pendant ta phase de préparation. Mais quand je dis avant, c'est aussi les quelques secondes ou les quelques minutes qui précèdent. Quand on parle d'un sprint massif, là, c'est pas compliqué. Les coureurs, ils le voient. 5 km, 3 km, 2 km, la flamme rouge. Donc là, ils suivent le train, ils savent très bien. Donc je suis convaincu que l'alimentation aussi est aussi bien organisée qu'un train. Voilà. Donc ils savent à quel moment ils doivent prendre leur alimentation. Qu'est-ce qu'ils prennent, ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Pour avoir cette énergie, est-ce que c'est full sucre, full glucose en express qui passe dans le sang de suite pour avoir ce regain d'énergie et les amener justement au maximum de leur puissance? Alors, il faut aussi comprendre que c'est pas parce que tu fais du sprint que tu dépenses moins d'énergie que si tu faisais 2 heures de vélo, d'accord, à basse intensité. Il a été montré qu'en fait, la dépense énergétique, elle se fait pendant, mais aussi après l'effort. Et sur ce niveau d'intensité et répétition d'effort, il a été constaté que la dépense énergétique après l'effort pouvait être bien plus importante que pour quelqu'un qui faisait 2 heures de vélo à basse intensité. Et donc, pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, la notion de récupération, c'est ça qui est essentiel. Pendant l'effort lui-même, que tu prennes un gel de glucides pour faire un sprint ou pas, ça ne va rien changer. D'accord ? Par contre, derrière, quand ta session, si tu amènes la quantité de glucides nécessaire à ton organisme pour restocker ce qui a été déstocké et surtout amener des glucides à tes muscles pour pouvoir resynthétiser correctement les fibres musculaires et les réparer, avec un apport de protéines correspondant à ton poids et à ton âge, tu vas améliorer la récupération et donc être capable de multiplier ces séances dans la semaine avec les séances de renforcement. Par contre, si tu ne fais pas cet effort-là, tu vas augmenter la fatigue musculaire et dans ces cas-là, être moins performant sur tes séances, que ce soit en charge en musculation ou en puissance max sur ton sprint, et donc diminuer tes capacités à progresser. Donc c'est plutôt après que c'est important que pendant. Et on parle beaucoup, ça a été un sujet ce printemps. Le printemps dernier, il y a eu beaucoup de chutes assez importantes. Et là, un sujet est arrivé sur la table par les journalistes sportifs, de la caféine.
notamment chez les sprinteurs, qui utiliseraient, paraît-il, alors moi j'ai pas eu l'occasion d'échanger sur ce sujet-là, mais paraît-il, avant justement de lancer un sprint, de très fortes doses de caféine pour justement avoir ce regain d'énergie et surtout de concentration et de réactivité. Ouais, c'est ça. Là-dessus, est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu confirmes Est-ce que j'ai un avis sur ça? Ouais, je sais pas comment... En tout cas, est-ce que j'ai un avis sur le fait de prendre quelque chose pour non, améliorer ses performances? Non, mais la caféine, alors c'est vrai que c'est en vente libre, hein, Ouais. voilà, mais Oui. perso, moi, je n'ai jamais testé la caféine, donc je peux pas te dire quel effet ça peut avoir. Mais pourquoi la caféine? Alors, pourquoi la caféine est quelque chose de recherché par les sprinteurs? Comme tu l'as dit, parce qu'elle joue sur tes capacités de concentration et de mobilisation des fibres musculaires sur cet instant-là. Mais la caféine est aussi utilisée par les autres coureurs pour améliorer leur endurance et notamment mieux utiliser le glycogène et les lipides à l'effort. Aujourd'hui, il y a 15 000 études qui montrent l'intérêt de la caféine. Voilà. Et est-ce qu'ils font tous ça? Je ne pense pas. Et est-ce que c'est forcément bénéfique pour tout le monde? Je ne suis pas sur le sprint. Hein. Je n'ai pas étudié le sujet. Moi, j'associe la caféine, tu vois, au côté nerveux, au côté fatigue. Au boost, oui. Au côté fatigue, mais pas. Enfin, j'avais pas associé moi la caféine au boost vraiment pour faire un sprint. J'avais pas du tout imaginé. Ça joue sur le système nerveux. Je pensais que c'était la réaction, la résistance à la fatigue, tu vois, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était intéressant qu'on fasse la parenthèse. Il y a quelque chose aussi qui est important. On a parlé de la puissance courte, un sprint court, un sprint long, pardon. Mais l'aérodynamisme dans tout ça. Alors, il y a des épisodes qui vont venir sur lesquels on va vraiment aller dans les détails de l'aérodynamisme et des gains marginaux. Mais est-ce que ça joue un rôle si important pour 200 mètres? Complètement. Alors, j'en suis convaincu, je pose volontairement la question. Mais... Et ça joue un rôle important pour 200 mètres, mais moi je vais te dire même plus, pour ce qui précède les 2 derniers 200 mètres. Donc l'impact sur les watts, parce que s'il y a de la résistance... Et donc sur l'économie avant. Voilà. Là, oui. Là, donc c'est pour ça que tous les vélos maintenant sont... Alors déjà, tous les coureurs sont en combinaison. Les casques, les tenues... Il n'y a plus de maillot, enfin il n'y a plus de cuissard maillot, maintenant c'est de la combinaison pour quasiment tous les professionnels. C'est ça. Les casques, les lunettes, les roues, effectivement le cadre. Le cadre, tout est étudié pour ça, ouais. Économiser ce qu'on appelle les watts, la puissance, avant pour pouvoir avoir le maximum d'énergie sur ces 200 derniers mètres, c'est ça. Donc ce qui veut dire que, en fonction de l'étape, tout est étudié avant par une équipe qui... je ne sais pas, selon toi, dans une équipe aujourd'hui professionnelle, est-ce que tout est analysé avant? C'est-à-dire qu'au briefing du matin, les coureurs ont déjà des vélos qui sont montés. Est-ce qu'ils ont leur avis à donner sur les roues ou pas, en fonction justement du profil et donc de la résistance au watt et de l'impact que ça va avoir sur leur fatigue ou pas? Ou est-ce qu'ils ont un vélo qui va différencier si c'est une étape de montagne ou une étape un peu roulante? Mais comment est-ce qu'en équipe, on prépare un sprint? Est-ce que tout est analysé? Le dernier kilomètre, le dernier virage, ou encore je vais te dire, même les 10 derniers kilomètres, je pense qu'ils sont étudiés à la loupe au briefing pour sont filmés, analysés. Chaque rond-point, chaque virage, où est-ce qu'on doit être placé. Ce qui rend la course encore plus dangereuse parce qu'en même temps qu'ils aient analysé, on va leur dans les oreillettes et on dit à 180 coureurs, là, dans 300 mètres, virage à droite, vous devez être dans les 10 premiers. Quoi. Donc, il y a 150 coureurs qui vont essayer d'être dans les 10 premiers. Ça, donc oui, aujourd'hui, tout est analysé. Chaque centimètre carré de bitume est analysé avant le sprint. Et après, tu as même des directeurs sportifs qui se déplacent l'heure ou la demi-heure avant pour dire le sens du vent, quel endroit s'abriter. C'est hyper important. Plus tu t'économises avant... On parlait de lancer son sprint. C'est bien connu qu'il faut soit te mettre à droite, soit te mettre à gauche pour que le coureur qui lance son sprint prenne le vent avant toi. Ouais, ça, faut être un petit peu filou. L'image de Sagan qui ferme la porte sur... je sais plus sur qui. Sagan, quel sprinter aussi. Qui ferme la porte parce qu'il veut qu'il passe de l'autre côté et le coureur tombe. Ouais, c'est ça. C'est aller chercher, imposer la prise au vent au coureur qui veut te doubler ou est-ce que les coureurs aujourd'hui se respectent? Bien évidemment qu'ils se respectent, mais est-ce qu'ils sont tous vraiment loyaux? Je ne sais pas si on peut dire loyal, mais ils ont conscience du risque. Parce que c'est vrai que Sagan, il a été exclu du Tour une fois, deuxième ou troisième étape, pour justement le fait qu'il était sorti de sa ligne.
On le voit de moins en moins. Alors on le voyait beaucoup plus avant, où les coureurs pouvaient zigzaguer pour aller serrer un coureur contre la balustrade et pas qui passe, justement. Depuis Grande... Oui, vas-y, je te laisse prononcer. Bien joué. J'aurais pas osé. Mais... Qui a failli tuer le luxembourgeois. On voit qui tu veux dire, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que depuis, c'est quand même, une fois qu'ils sont lancés, ça reste assez droit. Ouais, je pense que ça a traumatisé tout le monde. Ça. Après, ça a été fait. Ouais, ça a été fait à très grande vitesse et plutôt volontairement pour qu'un coureur passe pas. Quoi. Et là, respect, parce que le mec revient, et le mec regagne, et il rechute, et il se relève. Ouais. C'est ça que moi je trouve ça extraordinaire, alors qu'ils ont des morceaux de fer dans le visage. Quoi. Par contre, c'est parce que lui, il s'est détruit. Hein. C'était assez impressionnant, assez impressionnant. On arrive sur la fin de l'épisode, Loïc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager sur justement les différentes techniques, solutions et manières d'améliorer son sprint? Oui, je vais insister sur quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas vous améliorer ou dire que vous n'êtes pas bon au sprint si vous n'en faites jamais. Voilà, parce que ça, il y a beaucoup de coureurs qui disent je ne suis pas bon au sprint. T'as raison. Ouais. Mais en fait, tu n'en fais jamais. Donc tu ne seras jamais bon. Et vous allez vite voir que c'est la discipline où vous pouvez plus vite progresser malgré l'âge avancé. Parce que comment vous en faites jamais, que vous faites tout le temps de l'endurance, bien sûr, fais-en. Et en plus, tu vas t'amuser. Voilà. Ouais, alors oui, avec les copains. Je vois ce que tu veux dire. Tu t'amuses, mais c'est quand même assez traumatisant mentalement parce que tu vas dans un. Mais c'est bien effort. Mais c'est bien la preuve que t'en fais jamais. Tu vas dans un effort très très intense. Quoi. Mais quand t'en fais souvent, c'est pas si sollicitant que ça mentalement. Je retiens. Mais c'est vrai que, en tout cas, là où tu as raison, c'est qu'on a tendance à être catalogué depuis très très jeune, en fonction souvent de sa morphologie. Hein. Toi, tu es grand, tu es fin, moi, tu n'es pas sprinter. Toi, tu es petit, trapu, toi, tu dois être bon sprint. Ouais, ça a probablement dû évoluer dans les équipes aujourd'hui, puis les datas doivent aussi s'en mêler et venir confirmer ou pas les capacités, les potentiels de chacun. Ils sont disparates maintenant. Avant, tu vois, quand à l'époque de Cipollini, ils étaient tous comme Cipollini. Ouais, maintenant, il fallait faire un 90, maintenant, tu peux avoir un Caleb Webb très petit et un Arnaud Desmar tout en muscle. Combien mesure Je sais pas, il doit faire 1m68, 10, non, Caleb Webb, il est plus petit, je pense. Je sais pas. Je crois. Bon, je vous invite à regarder. Mais intéressant. J'ai regardé entre-temps sur les braquets. Effectivement, ils sont sur du 55, les sprinters aujourd'hui sur les étapes du Tour. Ouais, la vitesse est impressionnante. Écoute, un grand merci à toi, Loïc, pour cette conversation, pour ce partage. Dans les épisodes suivants sur la capsule Parole de coach, on parlera justement de performer en contre-la-montre et puis on parlera également de ce qu'utilisent les sprinters, c'est ces gains justement en aérodynamisme. Tout ce qui concerne l'aérodynamisme et les gains marginaux, parce que tout ça est lié. Un grand merci à toi, Loïc, pour ce partage. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon ride si vous allez rouler. Soyez prudents et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci. Salut.